L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce chaud 20 juin 2025. Ça y est, c'est l'été, on y est, il se passe des trucs, notamment déjà, il fait chaud. Et on a plein d'autres choses à voir, évidemment, dans l'actu de toutes ces magnifiques technos autour de nous. Et je vais vous en faire la petite revue rapide aujourd'hui, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, j'en peux plus. Avec au sommaire du jour, Midjourney. Midjourney, le célèbre Midjourney qu'on ne présente plus, le numéro 1 de l'IA générative d'images, enfin le premier, celui qui nous a fait des effets bluffants, et ben il est peut-être en train de nous faire un autre court-circuit dans notre cerveau en ayant sorti Midjourney vidéo. Voilà, je vais vous montrer quelques images de ça, ça devrait vous occuper à l'ombre peut-être durant le week-end, et c'est à ne pas manquer. On verra aussi ce qui se passe du côté de chez OpenAI, parce que OpenAI a décidé de ne pas chômer cet été. Je vais tout vous raconter. On parlera aussi de Mistral, un petit vent, ça nous fait un petit peu de bien sur le visage, tranquille, quand il fait trop chaud. Et ben ça s'appelle Mistral AI. Et puis ils ont fait quelques progrès encore ces dernières heures, ces derniers jours, et je vais vous en parler aussi. On parlera du web, avec des gros bouleversements qui nous indiquent que le web, dans 1 an, dans 2 ans à peine, sera plus du tout celui qu'on connaissait il y a 1 an. Il est en pleine mutation, le web, avec bien sûr l'intelligence artificielle, et je vous en parle. On parlera de Elon Musk, oui, on en parlera, et on essaiera de s'interroger sur ce qu'il vient de faire, le petit move géostratégique, géopolitique que Elon Musk, qui n'est plus a priori dans le gouvernement de Donald Trump aux États-Unis, vient de faire, et qui bouleverse un petit peu l'ordre mondial. Est-ce qu'on est dans un monde maintenant où c'est la technologie qui fait de la politique, voire de la diplomatie? Je vais vous expliquer cette histoire. Et on finira par un truc très mode vendredi, très estival. Vous verrez, c'est rigolo, mais ça peut aussi faire réfléchir. On aime bien réfléchir, pas trop que ça bouillonne quand il fait très chaud, mais c'est plutôt pas mal. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, assurez-vous d'activer la petite cloche pour ne rien louper des actus. Demain, c'est la fête de la musique. Prenez soin de vous pour pas avoir trop chaud, hydratez-vous bien. Une fois que tous ces disclaimers sont faits, on attaque l'actu du jour. Avec donc le fameux Midjourney, c'est ça l'info du jour. C'est merveilleux, c'est un truc qu'on va pouvoir faire avec les enfants. Midjourney vient de sortir sa V1, donc son IA générative de vidéo, qui n'est pas un outil à part, qui est un outil qui est totalement intégré directement à Midjourney. Vous connaissez Midjourney, vous avez peut-être déjà créé des images dans Midjourney comme ici. Et bien vous allez voir que si vous vous rendez sur Midjourney, vous avez tout votre catalogue d'images et vous avez tout simplement la possibilité de cliquer dessus. Et regardez, de nouvelles options sont apparues en bas à droite. Animate Image. Alors c'est très discret, mais c'est ça, l'IA vidéo de Midjourney qui vient d'arriver. Tout le monde est en train de la tester. Vous allez voir popper plein de choses sur les réseaux sociaux. C'est déjà en train de commencer parce que tout le monde commence à créer des choses, des vidéos avec Midjourney. Et c'est pas tout à fait le même cadre que celui de VO3, par exemple, l'IA générative de vidéos de Google ou de Kling, par exemple. Bref, ces grosses IA de génération de vidéos. Là, on est sur du Midjourney. Ça veut dire quoi d'être sur du Midjourney? Ça veut dire qu'on a la patte de Midjourney. Vous savez, toutes ces choses créatives, j'ai pas d'autre envie que de vous mettre tout ça en plein écran. Ça peut être effectivement de la vidéo super réaliste, où vraiment on a l'impression que on est complètement bluffé par le fait qu'on n'arrive plus à distinguer l'IA de la réalité, mais on a du Midjourney avec des dessins, avec des choses très artistiques, avec des montages futuristes, avec de la graphie très très particulière, avec tout un tas de choses. Dans Midjourney, on rêve, on est dans des domaines qui n'existent pas, on n'a pas que le photoréalisme, et tout ça, vous le voyez ici, et ça c'est les créations des autres sur Midjourney, ça peut maintenant être transformé en vidéo. On en fera un gros tuto dans cette émission live de Renaud Décode. Vous savez que ce Flash Actu est enregistré pendant le live de Renaud Décode, ça se passe tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi, sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok Live. On est en live maintenant, et après ce Flash Actu,
On ira essayer tout ça, on ira tester tout ça et je vous montrerai comment on se sert de toutes ces choses-là, ces fameux Animate Image, avec quelque chose, sachez-le, qui est extrêmement bien intégré, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement partir d'une image que vous créez pour donner suite aux images que vous avez dans votre caboche. C'est pour ça que c'est génial de faire ça avec des enfants, vous pouvez donner libre cours à tout et c'est beau dans Midjourney. Et une fois que vous avez votre image, vous pouvez faire une petite animation de l'image, puis prompter pour faire la suite de cette petite vidéo, puis une autre scène derrière qui va dans une autre direction. Bref, vous pouvez comme ça monter petit paquet de 5 secondes par petit paquet de 4 ou 5 secondes, monter comme ça tout un petit court-métrage absolument magnifique qui correspond à ce que vous avez en tête ou qui vous éveille votre créativité. Bref, c'est la chose que je voulais mettre en avant aujourd'hui, cette sortie de Midjourney vidéo qui est assez bluffante et on en fera un tuto complet ensemble. Sachez-le aussi, Midjourney est un petit peu embêté en ce moment, même très embêté par Disney notamment, qui lui fait un procès. Disney attaque en justice Midjourney parce que Midjourney permet de faire des dessins, je peux pas dire les marques, je fais gaffe, des dessins qui ne sont pas libres de droit et qui appartiendraient à Disney. Tous les personnages que vous pouvez imaginer. Est-ce que Midjourney a vraiment utilisé ces images-là qui ne sont pas libres de droit? Est-ce que c'est pas quand même un outil merveilleux? Est-ce qu'une fois qu'on utilise Midjourney pour faire un truc qui ressemble à du Disney, est-ce qu'on a les droits ou est-ce qu'on n'a pas les droits? Bref, il y a tout un vide juridique là-dessus. Je vous conseille d'abord de vous émerveiller avec ce Midjourney plus vidéo et plusieurs étapes vidéo. On fera le tuto complet ensemble, on mettra les mains dans le cambouis. Après ce Flash Actu, c'est en live, ce sera retrouvable en replay également sur YouTube. Si vous avez des dingueries que vous fabriquez avec tout ça et que vous souhaitez les partager, ce sera avec grand bonheur. N'hésitez pas à vous rendre sur renault-décode.fr pour partager vos créations sur Midjourney parce que les possibilités sont juste infinies. Voilà de l'IA au service de l'humain, de notre créativité qui nous fait rêver. C'est beau! Bon, bien sûr, sur le front des IA plus terre à terre, des assistants IA, des assistants de productivité, des chats GPT et consorts, bien sûr, on ne chôme pas. Les amis, notre copain Sam Altman, je sais pas pourquoi je dis copain parce qu'il faudrait pas se fâcher avec les grands de ce monde, Sam Altman, le patron d'OpenAI, a annoncé lors d'un podcast qui a été diffusé en live sur la chaîne de OpenAI, a confirmé, on va dire ça comme ça, ce qu'on attend depuis un petit moment, c'est-à-dire l'arrivée de GPT-5. Eh oui, plein de modèles jusqu'à présent du côté de chez OpenAI, et puis tous les quelques mois, bim, un nouveau modèle qui vient bousculer, et puis depuis quelques temps, des modèles qui sont spécialisés, certains pour réfléchir, certains pour écrire, certains pour générer de l'image, certains pour être multimodaux, certains, il y en a de partout. Et bien ça ne va pas tarder à prendre fin et ouvrir une nouvelle période de l'IA. C'est Sam Altman qui nous le dit. Cet été, aujourd'hui, au moment où je tourne en live avec vous ce Flash Actu, nous sommes le 20 juin, c'est l'été. Sam Altman nous le dit, cet été, il y aura un GPT-5 qui sera frontal, c'est-à-dire qu'on va voir potentiellement, on ne sait pas encore, on verra bien, mais on attend avec impatience, on verra disparaître tous les petits modèles, le fait d'avoir activé telle option pour faire du code, de la recherche avancée, des choses comme ça. A priori, on devrait avoir un et un seul super assistant IA, beaucoup plus puissant ou un peu plus puissant que chacun des modèles qui sont derrière, mais une seule en frontal, un GPT-5 qui saura tout faire et qui saura s'adapter à la demande qu'on va lui faire. GPT-5 arrive cet été. Alors l'été c'est quand même un peu long, mais je pense qu'on va avoir un été encore plus chaud aussi sur le front de l'intelligence artificielle. Puis on verra comment les concurrents Gomax de OpenAI, Google, OpenAI, Meta, Anthropic et xAI, on verra comment ils réagissent à tout ça. En tout cas, OpenAI assoit vraiment sa position ultra dominante sur l'intelligence artificielle. Il y a un autre domaine sur lequel OpenAI ne chôme pas, c'est leur sortie. C'était déjà annoncé depuis un petit moment, mais là, ça se concrétise vraiment de façon
importante, c'est chatgpt.edu. Alors peut-être que ça vous concerne pas vous, puisque c'est un modèle des instances complètes de ChatGPT qui sont faites exprès pour les systèmes d'université. Voilà, édu comme éducation. Ça vous concerne aussi parce que c'est en train de modeler notre monde, cette histoire, puisque ChatGPT Edu, ça y est, il est en train d'être déployé dans les plus grandes universités américaines. 1,5 million d'étudiants, 60 000 enseignants ont déjà cet outil, le préparent pour la rentrée prochaine. Et ben les étudiants de fac américaines, avec des universités pour certaines vraiment prestigieuses, s'équipent de ChatGPT Edu. Donc un mode de ChatGPT qui sera plus sécurisé, qui fera plus attention aux données, qui fera beaucoup plus attention aussi à la véracité des informations, au fait de ne pas mâcher le travail aux étudiants, mais plutôt de les assister pour que ils aillent chercher dans leur propre cerveau à eux des choses. Et puis une vraie structuration de ChatGPT.edu avec les profs d'un côté qui vont pouvoir avoir tout un tas de données d'analyse de ce que font les étudiants sur leur ChatGPT.edu. Bref, une IA totalement bien intégrée, ou en tout cas structurée, pour l'éducation. Malheureusement, c'est ce qu'on est infichu de faire à l'éducation nationale en France pour les collèges et lycées, ce qui me met tellement hors de moi, notamment ces derniers mois, puisque en France, l'éducation nationale a annoncé que pour la rentrée prochaine, il n'y aurait que dalle. Enfin, si une vidéo de 30 minutes pour parler des risques de l'IA dans 3 ans, bon, c'est nul. Vous voyez, aux États-Unis, ils avancent. Alors, pas sur les petites classes, mais sur les universités. Et donc, ça nous prouve qu'il est totalement possible de créer un ChatGPT exprès pour des étudiants, les études, pour pas faire le travail à la place, mais pour améliorer tout ce qu'on va pouvoir servir aux étudiants et également aux professeurs. Bref, ChatGPT et OpenAI continuent à avancer fort. Ils ont qu'un petit caillou dans la chaussure en ce moment, OpenAI, c'est qu'il y a de l'orage dans l'air. Et il fait trop chaud, c'est pour ça il y a de l'orage. Il y a de l'orage dans l'air avec Microsoft. Sachez-le, ces deux copains, vous savez que Microsoft a largement participé à l'essor d'OpenAI, à sa capitalisation, son financement, ils sont copains comme cochons, il y a beaucoup d'actions Microsoft chez OpenAI, c'est en train de tourner vilain, apparemment, puisque Microsoft commence à faire pression en disant, vu les parts qu'on a, c'est un peu à nous de diriger la boîte. Non, dit le board d'OpenAI, ils sont pas d'accord entre eux. Sam Altman dit, si ça continue, vous savez quoi, on va faire un procès contre nous-mêmes pour dénoncer le fait que Microsoft est en situation de monopole chez nous. Bref, il commence à y avoir vraiment de l'eau dans le gaz, plus le fait que OpenAI ait fait un partenariat il n'y a pas très longtemps avec Google, qui est quand même l'ennemi juré de Microsoft. Bref, il se passe des trucs. Est-ce qu'à un moment, on va avoir ChatGPT 5 qui va bouleverser le monde? Est-ce qu'on va avoir ChatGPT pour tous les étudiants, ça va bouleverser le monde? Est-ce qu'on va avoir un OpenAI indépendant qui va se séparer de Microsoft? Et ce serait vraiment un mastodonte énorme tout seul pour faire la pluie et le beau temps sur tout ça. On verra bien ce qui se passe. En tout cas, on va attendre d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, l'arrivée de GPT-5 qui s'annonce bien costaud. Rassurez-vous les amis, on n'est pas en train de se tourner les pouces non plus. Alors au niveau de l'éducation dans les collèges et lycées français, si, et ça c'est vraiment pas bon pour notre société du futur, pour nos enfants, pour l'intelligence artificielle au service de nos caboches et pas qui nous remplace. Par contre, on a notre champion, Mistral AI. Ah voilà, et eux, dans le secteur privé, ils font des choses parce qu'il y a du business à faire et parce qu'ils veulent le faire de façon vertueuse et bravo à eux. Mistral vient également de sortir sa version, de déployer sa version dédiée au système éducatif. Alors malheureusement, encore une fois, pas pour les collèges et lycées, alors que je pense que c'est là qu'il faut aller en priorité, mais au moins pour les universités, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions dans ce cadre-là. 21 universités françaises seront très prochainement dotées d'un agent conversationnel de Mistral. Ah voilà, on va pas prendre celui de ChatGPT Edu, on va prendre le nôtre, Mistral, a une version pour l'enseignement supérieur et 21 universités françaises vont être équipées de ce fameux Mistral, il s'appelle pas Edu, mais ce Mistral propre à ces universités. Et c'est une bonne chose, vous voyez, on continue à avancer sur notre souveraineté. Bon, c'est vrai qu'on y va après les autres, qu'on essaye de faire ce qu'on peut, mais au moins on fait des choses à tel point que certains, on les inspire. Et c'est le cas aussi avec Mistral qui vient de conclure un accord avec le gouvernement, non pas français,
Non, luxembourgeois. Oui, on commence où on veut, mais c'est très bien, c'est très très bien. Bravo aux amis luxembourgeois qui viennent de concrétiser un accord de partenariat avec Mistral pour équiper l'ensemble du gouvernement luxembourgeois. Donc tous les services pourront être équipés de Mistral avec les données sécurisées qui vont bien, avec des données qui seront en local au Luxembourg. Est-ce que c'est pas le début? Enfin, ça y est, il était temps d'un Mistral champion français de l'intelligence artificielle qui développe ses modèles, qui le fait un peu pour la France, mais la France et le gouvernement ne bougent pas beaucoup là-dessus, mais le fait pour d'autres, et ça commence à plaire à d'autres partenaires à travers le monde. On commence par le Luxembourg, j'ai envie qu'on ne s'arrête pas et qu'on continue du coup à donner de la force à Mistral, qui du coup va proposer des outils encore meilleurs, et peut-être qu'un jour on rattrapera un peu mieux notre retard. Ce serait une très 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 bonne chose. Côté web et côté information, il y a pas mal d'études qui sont sorties. Je ne vais pas vous bassiner avec tout un tas d'études sur des chiffres du web, de l'IA, etc., etc. Mais comme c'est un sujet que nous abordons de façon récurrente, ce bascule du web qu'on est en train de constater aujourd'hui et qu'il y a des études, je voulais vous partager. Vous voyez qu'on est en live et que c'est pas monté cette histoire. Je voulais vous partager, fait trop chaud, quelques résultats d'études qui sont faites aux États-Unis, mais bon, on peut penser que si ça arrive aux États-Unis, on devrait voir les mêmes effets très prochainement en France et en Europe avec les habitudes de recherche des gens. Donc aux États-Unis, et à mon avis, il se passe exactement la même chose chez nous, avec des études qui nous montrent différentes choses, notamment celle-ci. Regardez, qui a été sorti par SimilarWeb, donc qui analyse tout un tas de statistiques sur le web, et qui nous a mis ici sur Twitter le top 10 des sites qui envoient du trafic à Wikipédia. Et Wikipédia reçoit du trafic, alors parfois on va directement sur Wikipédia, mais souvent on va dans Google, et puis on tape Wikipédia, on va dans Google, on demande un truc, et le premier résultat c'est Wikipédia, et on va dessus. Bon, Wikipédia a plein de trafics qui viennent de différentes sources, des réseaux sociaux, etc. La première source pour Wikipédia étant naturellement Google. Eh ben non, plus maintenant. La première source de trafic pour Wikipédia aujourd'hui, c'est ChatGPT, devant Google qui est un petit peu plus loin. On notera que juste derrière, on a Perplexity, qui est le moteur de trouve, je sais pas comment on doit dire, l'IA moteur de recherche qui remplace, qui est bien meilleur que Google sur plein de choses, pas toutes, mais beaucoup de choses. Bref, ChatGPT numéro 1, quatrième Perplexity comme source de trafic pour Wikipédia. L'autre chose amusante là-dessus, c'est de voir que le trafic global de Wikipédia baisse par rapport à celui de ChatGPT. Ça veut dire que les gens sont de plus en plus en train d'utiliser des outils IA, ChatGPT et Perplexity, même quand ils ont des recherches d'informations, et que ces outils-là privent de trafic des outils type encyclopédie ou réseaux sociaux et Google et tout le reste qui sont en train de baisser. Et en même temps, ceux-là deviennent, pas inféodés, mais deviennent vraiment dépendants du trafic que les ChatGPT et autres vont leur envoyer. Le web est en train de basculer totalement dans nos usages à nous, c'est nous qui décidons ça, c'est les utilisateurs à travers le monde. On est en train non plus de passer par Google pour aller partout, mais de passer par ChatGPT pour aller pas sur Google, mais sur les autres. Tout ça est en train de changer, d'être totalement bouleversé, et ça peut aussi un petit peu nous questionner sur tout ça. En parallèle, sachez que pour enfoncer le clou de cette histoire, il y a Mozilla, donc Firefox, le navigateur Firefox, qui est en train de déployer, de tester, c'est en mode test pour l'instant, de tester le fait que le moteur de recherche par défaut n'est plus un moteur de recherche type Google, mais est un moteur de trouve type Perplexity. Firefox, le navigateur, on va l'ouvrir, on n'aura plus la fameuse page Google ou autre, on aura Perplexity comme première porte d'entrée d'un navigateur. Vous voyez à quel point ça s'érode de certains côtés et c'est en train de prendre le pas sur nos usages du quotidien à nous, ces histoires d'intelligence artificielle. On pourra aussi noter dans une autre étude, également aux États-Unis, que les médias globalement, je parle de la radio, de la télé, etc., pas que des choses du web dont on
vient de parler, les médias traditionnels, on va dire ça comme ça, sont également en recul. Aujourd'hui, 54% des Américains, plus de la moitié des Américains, c'est en train d'arriver aussi chez nous de la même façon, privilégient, s'informent d'abord quand ils veulent une information d'actualité, d'information, de choses comme ça. Ils s'informent d'abord auprès de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur des créateurs en ligne qui ne sont pas forcément des journalistes, qui ne sont pas du tout des rédactions, mais voilà, auprès de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Plus de la moitié des Américains s'informent d'abord avec des influenceurs, oh, on va pas dire ça, des créateurs de contenu. Ça aussi, ça peut interroger. On peut se dire que peut-être que les journalistes font pas vraiment le travail qu'ils devraient faire, puisque les gens préfèrent se tourner vers des créateurs. On peut aussi se dire qu'un créateur de contenu qui n'a pas fait une école de journalisme, est-ce qu'il est bien intéressant qu'il soit là, et est-ce que c'est bien fiable, tout ça. Bon, plein d'interrogations là-dessus. En tout cas, le web est en train de se retourner, de changer complètement, et d'ici 1 an ou 2, on ne vivra pas du tout le même web, tout simplement parce que nous, les humains sur cette planète, sommes en train de totalement changer nos habitudes. On termine par 2 actus. La première, elle est totalement tech, vraiment politique, au sens politique global, politique mondial. Donc j'y vais de façon très précautionneuse là-dessus, en essayant de vous donner les faits et en vous laissant réfléchir à ça. C'est juste pour réfléchir. La deuxième, elle est rigolote, on terminera par ça. La moins rigolote, peut-être, c'est celle de Elon Musk. Il s'est passé un truc jusque-là jamais vu à ce niveau-là. Il s'est passé un truc notamment sur le conflit entre Iran et Israël. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Vous ferez attention dans vos commentaires à pas vous envoyer des trucs dans la tronche, ça sert à rien. Je veux simplement vous décrire la position, en tout cas l'impact qu'a pu avoir la techno via Elon Musk dans ce conflit-là. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est que il y a quelques jours à peine, à un certain moment de la baston entre Israël et l'Iran, le gouvernement iranien a bloqué les communications Internet, a commencé à couper, à restreindre toutes les communications Internet du peuple iranien. Donc je parle vraiment du gouvernement iranien, période de guerre, il faut éviter des informations qu'on n'aime pas trop, etc. Peu importe, je ne juge absolument rien, je vous décris les choses. Bref, le gouvernement iranien a dit, attendez, là en ce moment on coupe Internet, comme ça c'est mieux pour nous. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est le cas. Et il s'est passé ceci. Il y a eu un petit tweet, donc sur X, alors tout part de ça, mais c'est phénoménal, je trouve. Quelqu'un sur Twitter a interpellé Elon Musk en lui disant: je pense que, alors vous voyez, je vais pas vous lire la chose parce que j'ai peur que vous m'accusiez de prendre parti, mais en tout cas, quelqu'un a interpellé Elon Musk en disant: dis donc, s'il y avait Starlink en Iran, peut-être que ça changerait la donne, on va dire ça comme ça. Ce à quoi Elon Musk a répondu, vous le voyez en dessous, d'un simple "The beams are on", donc les réseaux sont activés. Immédiatement, Elon Musk a donc branché le réseau Starlink, a repositionné des satellites, notamment Starlink, notamment au-dessus de l'Iran, afin que les Iraniens qui le souhaitent et qui sont équipés, alors de façon un petit peu en soum-soum, puissent récupérer une connexion libre, indépendante, et puissent se connecter. Alors ça peut être pour communiquer, ça peut être pour être un média, pour rapporter ce qu'on vit, ça peut être aussi pour s'organiser, pour faire des trucs. Bon, il y avait clairement ça dans cette idée-là, de pouvoir dire, tiens, si le peuple iranien peut se soulever, il faut qu'il s'organise. S'il veut s'organiser, il a besoin de réseau, et le réseau, c'est Starlink, et Starlink, c'est Elon Musk. Moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que Elon Musk, qui donc n'est plus au gouvernement de Trump aujourd'hui, il y a plein de bisbilles, on ne sait plus très bien où il est politiquement, mais en tout cas, il est lui-même là maintenant. Il ne parle pas du tout au nom d'un État, il n'agit pas du tout au nom d'un État. Lui, tout seul, décide que on va mettre des Starlink au-dessus de l'Iran, et que ça peut conduire à une certaine issue plutôt qu'une autre de ce conflit. Bref, on arrive à une diplomatie
par la technologie, qui n'est plus du tout gérée, on va dire, par des diplomates, par des nations, par des États, par des gouvernements, mais qui peut être gérée avec un impact gigantesque par un Elon Musk hyper puissant et dans la technologie. Ça nous interroge vraiment, en tout cas moi ça m'interroge là-dessus. Est-ce que c'est une bonne chose? Après tout, Elon Musk prône aussi le fait qu'on puisse tout dire dans n'importe quelle circonstance. Donc quand on dit à des populations, vous n'avez plus les moyens de vous exprimer, Elon Musk il arrive et dit si, tiens, moi je leur donne des moyens de s'exprimer. Il a consulté personne, il a fait le truc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je juge pas, mais la portée, la puissance du pouvoir d'un homme dans la techno sur la diplomatie mondiale me semble absolument hallucinante. Et d'ailleurs, ça fait écho à cette actu sérieuse, le fait que la France vient d'injecter 1,3 milliard d'euros dans Eutelsat. Eutelsat, c'est un immense projet avec OneWeb notamment, qui permet aussi d'avoir de la communication satellitaire. On n'est pas du tout à la hauteur d'un Starlink, mais c'est très différent. On n'a pas les satellites à la même hauteur, etc., etc. Ça permet pas de faire les mêmes choses, mais Eutelsat, très très bien. Eutelsat avait été un petit peu laissé à l'abandon, et puis quand il y avait eu les atermoiements autour de Starlink, encore en Ukraine cette fois, l'Europe s'était un peu réveillée là-dessus et avait dit on a Eutelsat, OneWeb, peut-être qu'on devrait finalement garder le projet et puis le booster à fond pour être un petit peu souverain, que ce soit pas Elon Musk où qu'il soit, ou un autre du style d'Elon Musk, qui décide un peu de l'avenir des conflits ou l'avenir de la diplomatie. La France vient d'injecter 1,3 milliard d'euros dans Eutelsat pour justement avoir notre système de communication satellitaire indépendant et souverain. Vous me direz ce que vous en pensez, sans vous heurter les uns les autres, mais voyez l'impact de la techno dans notre vie politique mondiale. Je trouve ça assez hallucinant. Bien sûr, on va se détendre maintenant 2 minutes avec... j'ose même pas vous montrer cette image. Tiens, petite devinette, qu'est-ce que c'est ? Bah oui, c'est une version de moi faite avec GPT-4o en mode Barbie, en mode Ken. Je ne sais pas lequel c'est, peu importe, vous avez compris. C'est très facile à faire. Ne faites pas, ça consomme de l'énergie pour rien. C'est bidou, j'aurais même pas dû vous le faire et même pas dû vous le montrer. Bref, je viens de vous montrer qu'il y avait Barbie dans ChatGPT. Bah oui, il y a eu toute une hype sur ChatGPT depuis l'arrivée de 4o qui sait faire des images dans une conversation. Vous pouvez lui demander une figurine sous blister et vous pouvez même aller jusqu'à lui dire fais-moi en version Ken ou Barbie sur GPT-4o. Ça, on savait que c'était possible, que c'est une nouillerie, que ça sert à rien, mais que ça peut être un peu rigolo. Barbie dans ChatGPT. C'est l'inverse. C'est l'inverse, l'actu que je vais vous faire passer en cette fin de Flash Actu. C'est totalement délirant. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que maintenant, il va y avoir ChatGPT dans Barbie. Vous le voyez venir ? Si, ils vont le faire. C'est donc Mattel qui vient d'annoncer une alliance stratégique avec OpenAI. Oui, ils vont mettre du conversationnel, vocal dans les poupées Barbie, Ken, toute la famille. Je ne sais pas s'ils ont une famille, j'en sais rien. Et ils vont donc sortir une Barbie capable de dialoguer et d'évoluer avec les enfants qui jouent avec la Barbie. Si vous êtes un grand qui joue avec la Barbie, vous vous débrouillerez. Bref, on va avoir vraiment du dialogue temps réel avancé de chez OpenAI à l'intérieur des Barbie. Alors il y avait eu un petit, pas scandale, mais un peu quand même, il y a quelques années, en 2015, voilà, je recherchais la date, puisqu'il y avait eu des petits problèmes notamment, alors pas forcément sur ce que les Barbie pouvaient raconter, à ce moment-là on n'était pas à l'heure de l'IA et de ses capacités aujourd'hui, mais plutôt en termes de données privées. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter avec la Barbie, qui pouvait enregistrer, et puis les données, elles n'étaient pas stockées dans la Barbie, mais en réseau, et du coup, elles allaient je sais pas où, ce que peut raconter l'enfant stocké ailleurs. C'était un petit peu chelou. Là, on nous dit, il n'y aura pas de problème, tout ça sera hyper sécurisé, mais on s'apprête chez Mattel à sortir des Barbie, Ken, etc., avec du chat GPT vocal dedans. Vous entendrez votre enfant tout seul dans sa chambre discuter avec quelqu'un. Vous trouverez ça bizarre ? Non, il discute avec Barbie. Je sais pas si c'est une bonne chose, cette histoire. Et en tout cas, il y en a d'autres, des géants du jouet qui sont en train de se mettre à ça, comme Hot Wheels, comme Fisher-Price, etc., qui commencent à intégrer, ou en tout cas à prévoir d'intégrer de l'IA conversationnelle vocale pour discuter le jouet avec l'enfant à qui il appartient. C'est un petit peu spécial, c'est peut-être ça aussi le futur, on en veut pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'était une petite information dingo pour finir ce petit flash actu.
Voilà pour les actus du jour. J'ai très chaud, pas facile de maintenir le rythme. Hydratez-vous bien dans cette chaleur. Prenez soin de vous, les amis. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu qui était enregistré en live. Donc venez nous retrouver. Renaud Décode, c'est en live sur Twitch, YouTube Live et TikTok Live, également Facebook, LinkedIn, plein de choses. Tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. On passe de très bons moments ensemble. On fait pas que les actus, on fait plein de choses, des débats, des tutos. D'ailleurs, juste après ces actus, nous on fera des tutos main dans le cambouis du fameux mid-journée vidéo. On va aller le tester ensemble. Vous voyez, ça vaut le coup de nous retrouver également en live. Et puis, si vous le souhaitez, vous avez le camp de base de Renaud Décode, renaud-décode.fr pour partager vos opinions, vos créations, vos envies, vos idées et profiter de tout Renaud Décode. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu. Passez un très bon week-end, été, fête de la musique, chaleur. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle revue de l'actualité, peut-être un petit peu moins chaude cette fois-ci, en sens température, sur Renaud Décode.